Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore une fois, une interview de Jimmy. On a vu que vous aviez beaucoup apprécié la première où on parlait de la peur de demander de l'argent à un prospect. Alors si vous l'avez pas vu, cliquez sur la fiche en haut à droite qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Et écoutez, on a surtout vu que vous étiez très nombreux à vouloir qu'on aborde le sujet du syndrome de l'imposteur, qui est un sujet extrêmement intéressant et parfois un peu complexe à aborder. Et je pense que là, avec Jimmy, on vous a fait quelque chose de sympa. Alors, vous allez le voir, la vidéo est longue, elle dure plus d'une heure, mais c'est là que vous avez en fait accès à un coaching complet. Enfin, c'est mon avis personnel. Là, vous avez accès gratuitement à un coaching complet qui pourrait être vendu 500 euros. Et si vous l'appliquez, ça peut vous débloquer un problème qui vous coûte aujourd'hui bien plus de 500 euros et tout ça gratuitement. Donc vraiment, je vous invite, je sais que la vidéo est longue, mais je vous invite vraiment à la regarder. De toute façon, je pense que si vous êtes atteint par le syndrome de l'imposteur et que ça vous empêche de trouver vos premiers clients et faire de l'argent aujourd'hui, vous allez être accroché. Dès que vous allez commencer à l'écouter, vous allez vouloir la finir, j'en suis sûr et certain. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Avant de démarrer, sachez que Jimmy fait aussi du contenu, hein. Il va démarrer un podcast et puis il a une page Instagram où il publie de temps en temps des analyses, etc. Je vous mets tous les liens vers les réseaux de Jimmy en description. Donc, si vous voulez le remercier pour son temps, bah, n'hésitez pas à le suivre. Écoutez, je vous laisse regarder l'interview. Avant de démarrer, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, alors justement, dépasser le syndrome de l'imposteur, trouver vos premiers clients, avoir vos premiers résultats, il y a une masterclass qui est gratuite et qui est ci-dessous en description. Donc c'est un atelier vidéo qui dure plus d'une heure. Je vous y donne les 5 premières étapes pour lancer votre agence SMMA. Et si vous voulez plus de contenu au quotidien, entre deux vidéos YouTube, il y a aussi mon Instagram ci-dessous dans la description. Bon allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse aller voir l'interview et vraiment, alors lâchez tout ce que vous faites à côté, sortez votre carnet, sortez votre stylo parce qu'il va y avoir du contenu. Vraiment, là, je me permets de le dire et de l'annoncer, il va y avoir du contenu que vous devriez apprécier et il va y avoir de la grosse réflexion et de la grosse introspection en perspective. Mais vraiment, si vous avez un syndrome de l'imposteur aujourd'hui, c'est la vidéo que vous devez voir, il n'y en a pas d'autre. Donc je vous dis à tout de suite, on démarre. Bon, Jimmy, comme tu le sais, la dernière vidéo, elle a quand même bien marché. J'ai reçu beaucoup de très très bons messages et de très bons commentaires sur notre vidéo qu'on a fait qui était sur la peur de demander de l'argent, qui est une peur très importante pour les consultants qui se lancent. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo sur la peur de demander de l'argent, cliquez sur la fiche en haut à droite, avant ou après celle-ci. En tous les cas, regardez les deux, mais cliquez sur la fiche sur la droite pour aller la voir. C'est une interview de Jimmy qui est mon coach, hein, pour une remise rapide en contexte. Jimmy est mon coach. Il m'aide au quotidien à me dépasser, à péter mes paliers un peu au niveau du business. Et donc là, l'idée, c'était de faire une petite série de vidéos où on voyait un peu les peurs principales qui vous empêchent d'avoir vos premiers résultats en tant que consultant. Et donc, c'est ça. Donc, on a parlé la dernière fois, on a parlé de la peur de demander de l'argent. Et aujourd'hui, Jimmy, bah, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un sujet qui a été le plus réclamé. Unanimement, on peut dire ça. Il y avait effectivement la peur de déranger, mais ce qui est arrivé avec plus de 90% des gens qui ont demandé, bah, c'était voilà, comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai envie de récapituler un petit peu bah, toutes les objections que tu m'as dit en fait et qui arrivent souvent, c'est que bah voilà chez tes clients et tes abonnés, c'est que on a peur que le client me pointe du doigt et on a peur de l'aspect argent, on a peur de pas délivrer du résultat pour le premier client, on n'arrive pas à faire une étude de cas car c'est un membre de ma famille, c'est différent. J'ai l'impression que je joue avec l'argent du client au casino quand je fais du Facebook Ads, Ouais. etc. Voilà. Ça Et revient il me souvent, semble, ça, hein, cette impression de. Les gens me disent souvent, hein, cette impression de. Le client me donne 500 euros. Alors, autant recevoir 500 euros d'honoraires, encore, des fois, ça peut passer. Mais alors, par contre, quand le client dit je te donne 500 euros de budget publicitaire, je vois que d'un coup, beaucoup. Ils vont à coût de 4, 5 euros par jour, grand maximum, et ont l'impression à chaque euro qu'ils se dépensent d'avoir parié un peu la vie du client. Ce qui fait que ça rend même techniquement, même s'ils sont bons techniquement, ça rend les choses même compliquées parce que finalement, quand on a peur de dépenser de l'argent en termes de publicité, bah, ça complique les choses, quoi. Donc oui, effectivement, ce que tu dis là, c'est vraiment cette impression de jouer, de parier au casino l'argent du client. C'est un truc que je vois beaucoup, beaucoup. exact. Et, euh, et du coup, toi, tu m'as dit que tu avais déjà donné des conseils
sur comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Tu avais dit donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort, faut apprendre à se mettre en danger et il faut apprendre à progresser. Sinon, on régresse et que ben faut juste un accepter et deux combattre. Voilà. Oui, soyons clairs. Moi, quand je dis en général aux abonnés et aux membres de devenir consultant, alors vaincre le syndrome de l'imposteur plus ou moins, je leur dis surtout de le vaincre en l'acceptant en fait. C'est-à-dire que tant que vous êtes en zone de confort, il n'y a pas le syndrome de l'imposteur et il se manifeste quand vous sortez de votre zone de confort pour être dans une zone de danger. Le truc, c'est que la progression se trouve dans la zone de danger. Donc, il y a un moment où on y est confronté au syndrome de l'imposteur et on y est même confronté plusieurs fois dans sa vie. Ce qui fait que moi, j'ai tendance, donc oui, à dire qu'on doit vivre avec et qu'on doit même autant que possible s'en servir. Absolument. Alors, il y avait une question de Richard Solaro Web Marketing qui était très intéressante parce que je pense qu'elle résume bien avec les bons mots ce que beaucoup ressentent vis-à-vis du syndrome de l'imposteur. Alors, la question de Richard, c'est comment prendre confiance en ses capacités à apporter de la valeur sans grande expérience au préalable? Ouais. C'est une très belle question. Euh, alors, moi, j'ai envie de commencer tout d'abord, avant de donner des conseils sur les techniques et tout. J'ai envie de vous conseiller déjà de décomplexer. C'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur quand on n'a pas d'expérience, qu'on a peu de clients. Mais quand on est entrepreneur et qu'on doit vaincre le syndrome de l'imposteur, il faut prendre ça comme un challenge. Parce que être entrepreneur, c'est passer sa vie à affronter des challenges. Et il n'y a pas de plateau. La pire illusion qu'on a ancrée chez beaucoup de gens quand ils débutent l'entrepreneuriat, c'est de leur faire croire que on va affronter un certain nombre de problèmes quand on commence. Et une fois qu'on les a affrontés, ça y est, grand plateau, on va au bord de la piscine, il y a le cocktail, on attend ses notifications et il y a l'argent qui tombe sur le compte bancaire et voilà. Et ça, et je pense que ça, tu pourras en témoigner, c'est juste une illusion. Parce que le problème, les challenges que tu as quand tu as, je sais pas, 1000 euros, 1500 euros de chiffre d'affaires par mois, et ben en fait, tu vas les résoudre. Et quand tu atteindras le palier des 10 000, ben, tu auras les challenges et les problèmes de ceux qui ont 10 000 euros par mois. Et ce sera la même chose à 100 000, et ce sera la même chose à 1 million, et ce sera la même chose à 10 millions, et à 100 millions, et beaucoup plus. Alors toi, Valentin, justement, tu as déjà passé les premières étapes du syndrome de l'imposteur, les étapes du débutant. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore ce syndrome de l'imposteur au stade où tu en es? Pas comme au début ou à la première étape où le syndrome de l'imposteur est omniprésent, évidemment, parce qu'on n'a pas encore son tout premier client, mais il reste présent ponctuellement. Il réapparaît ponctuellement à chaque fois où, justement, je vais devoir sortir de ma zone de confort pour aller dans une nouvelle zone de danger. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je suis entrepreneur, je vise le challenge. Le challenge est une bonne chose, faut l'apprécier, ça fait partie du chemin d'entrepreneur, si on veut progresser. Je vise la progression et la croissance, ce qui fait que je suis confronté à des zones de danger régulièrement. La différence, c'est qu'effectivement, bah, oui, on va atteindre une zone où on fait de l'argent, donc l'argent n'est plus forcément le même problème qu'avant. Mais encore une fois, l'argent, moi, je le vois beaucoup comme une unité de mesure. Donc, quelque part, oui, j'ai plus le syndrome de l'imposteur pour négocier un client à 1000, 2000, jusqu'à 10 000 par mois, il n'y a pas de problème. Mais si demain, on me met en face d'une entreprise, du S&P 500, du CAC 40, et qu'on me demande de faire une présentation, oui, le syndrome de l'imposteur va apparaître. Si c'est pour faire un contrat à 400, 500, 600 000 par an, oui, le syndrome de l'imposteur va apparaître. Ou alors, si on me demande de faire quelque... Donc là, je parle plus en termes d'ampleur qui augmente, mais c'est pareil, si on me demande de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, exemple, là, tu sais que j'ai prévu de faire une conférence, j'espère fin 2021. Bah, même si je suis heureux de rencontrer 200, 300, 400 membres de devenir consultant éventuellement, j'espère que ce sera possible, j'en serais heureux, je serais satisfait de le faire. Ça n'empêche pas qu'au moment de démarrer, au moment de commencer, j'aurai
un petit peu syndrome de l'imposteur ou ce trac parce que ce sera la première fois que je le fais. Je ne serai pas dans ma zone de confort vu que je l'aurais jamais fait. Donc, il va réapparaître ponctuellement à chaque fois que je vais progresser. C'est là où finalement j'ai appris à ne pas le détester, ce syndrome de l'imposteur aussi. Voilà, c'est la façon de lui donner son sens qui crée des émotions différentes dans le cerveau. Et ça, je pense que chacun peut travailler là-dessus. Donc, décomplexer vis-à-vis du syndrome de l'imposteur et surtout pour vous aider à voir beaucoup plus clair dans votre vie quotidienne. Vous avez sûrement des gens chez qui vous achetez des services ou des produits et, et vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait du service, vous n'êtes pas satisfait du produit, vous n'êtes pas satisfait de la façon dont la personne vous parle en face. La personne délivre un service qui est de mauvaise qualité et pourtant, la personne en face, elle n'a pas forcément un syndrome de l'imposteur. Elle ne se dit pas ah, mais j'ai des doutes là, je ne suis pas sûr de ce que je vais livrer, etc. Et en fait, on peut trouver comme ça plein d'exemples dans la vie où il y a des gens, en fait, ils sont beaucoup moins compétents qu'ils en ont l'air. Et ça nous mécontente, on n'est pas satisfait. Et pourtant, ils sont gonflés à bloc, ils sont pleins de certitudes et pas à un seul moment, ils ont la pensée dans leur tête que ah, mais est-ce que je suis légitime, des trucs comme ça. Non, ils vous regardent droit dans les yeux et ensuite c'est un peu bon, je m'en fous en fait. Et justement, je trouve que il n'y a pas longtemps, tu avais mis dans ta story, je crois, Instagram, une anecdote là-dessus. Et je trouve Ouais, que ça reflète parfaitement ça, si on se positionne du point de vue du vendeur. tu parles de l'hôtel. Les pompiers. Fais Il y dire les a, pompiers. alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous n'avez pas suivi, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc, allez régler ça en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et je mettrai aussi ton Instagram, Jimmy, pour ceux qui veulent te suivre, parce que toi, tu partages énormément de contenu aussi en story Instagram. Toi, toute la journée, tu analyses, donc c'est super. Je mettrai ton Instagram aussi en description. Oui, donc il y a environ 2 semaines, en fait, à Québec, là, vous savez, là, c'est encore le confinement au Québec, c'est encore le confinement, couvre-feu et tout. Et je m'étais dit que je voulais juste changer d'air pendant une soirée. Je suis allé dans un hôtel à Québec et je m'étais dit, je vais me prendre un hôtel de luxe, un hôtel haut de gamme. Et il y a un hôtel qui est très connu à Québec, qui s'appelle le Concorde. Je le cite hein, parce que j'assume au final. Le Concorde, qui est un hôtel qui a une belle histoire, qui a le restaurant au dernier étage qui tourne. Hein. Le restaurant est panoramique au 27e étage. Il tourne sur lui-même. Un truc de fou. Et donc, dans ma tête, ça, c'est vraiment le top du top. Et donc, j'y vais. Et bon, bah, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, bah, en gros, la chambre, on me l'a donnée. Il faisait moins de 15 degrés dedans. Ça a été un enfer. J'ai essayé de prendre une douche pour me réchauffer. La douche a déclenché une alarme silencieuse d'incendie. Et 3 camions de pompiers et 20 pompiers ont débarqué dans ma chambre en pensant qu'il y avait un incendie. Et en fait, le réceptionniste et l'équipe de l'hôtel était incapable d'annuler l'alerte incendie, même s'ils savaient que c'était une fausse alerte, ils étaient incapables de le faire parce qu'ils ne connaissaient pas les codes pour désactiver. Donc, bref, une armée de pompiers est arrivée dans l'hôtel, dans la chambre. Ça a été un calvaire pour tout le monde, hein, pour les pauvres pompiers qui se sont déplacés. Et moi, ce qui m'a fait, vous le dire, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que en fait, ce réceptionniste en question, là, qui n'a pas été capable. Je l'ai appelé 3 fois pour dire que ma chambre était à moins de 15 degrés. Je lui ai tout expliqué. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a monté des couvertures. Hein. J'avais encore les bottes et le manteau sur le dos dans ma chambre. Il m'a fait monter des couvertures. Bref, il m'a ignoré. Pourtant, je connais l'hôtellerie, donc je me suis permis d'être assez clair avec lui, de lui parler directement. Et malgré tout ça, je sais très bien que cette personne qui m'a négligé de A à Z cette soirée-là, qui a créé un bordel monstre dans l'hôtel, a très bien dormi. Parce que je le voyais quand je lui parlais, ce réceptionniste, il était convaincu d'avoir fait son taf. Il a fourni une chambre à un client. Le client a fait une erreur avec la douche, les pompiers sont arrivés. Lui, bon, il n'avait pas le code, mais il n'avait pas à le connaître particulièrement, c'est quelque chose qui arrive rarement. Et le client, on lui a attribué une chambre, il a caressé dans sa chambre. Donc, il à aucun moment, il a conscience d'avoir mal agi. C'était un incapable, clairement, mais il n'en a pas conscience du tout. Il est convaincu d'avoir fait son boulot de réceptionniste, alors que c'était un fiasco. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu, il a très bien dormi derrière ça. Voilà, c'était un excellent exemple qui montre que finalement,
quand on a un très très bon niveau de certitude sur ce qu'on fait, on n'a pas le syndrome de l'imposteur, on n'a pas de doute. Et regardez tous ces gens en fait qui vous ont déçus, à quel point en fait ils dorment très bien et ils ont aucun problème. Et, euh, et ça, je pense que c'est des exemples de la vie de tous les jours dont on peut se servir et qui nous permettent de beaucoup relativiser sur c'est quoi le niveau d'exigence que j'attends. Ouais. Tout en sachant, et bien évidemment, on met toujours un bémol là-dedans, qui est qu'il faut, ceci dit, si on vous critique, recevez la critique constructive, quoi. Ne faites pas comme le réceptionniste qui va dormir là-dessus. Exactement. Alors, après, après s'être décomplexé vis-à-vis du syndrome de l'imposteur, euh, il y a un autre truc qui on voit beaucoup chez les gens qui débutent, qui font pas encore beaucoup de ventes, c'est apprendre plus Ah, pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. ouais. C'est vraiment un truc que ça, je l'ai remarqué beaucoup, hein. Alors, ça a été, j'ai été très, très concerné par ça. Et je le remarque encore beaucoup. C'est, je dirais, le réflexe numéro un de toute personne atteinte par le syndrome de l'imposteur, on va dire, à son démarrage. C'est d'essayer de régler le syndrome de l'imposteur par l'apprentissage. C'est-à-dire d'enchaîner les contenus, les livres, les vidéos YouTube, les formations. Moi, il y a un truc que je vois beaucoup, un schéma qui se répète beaucoup, c'est des membres de la formation qui me disent, bon, bah, j'ai regardé une vidéo YouTube, ça m'a motivé. Une fois devant le téléphone, alors, par exemple, pour faire de la prospection à froid par téléphone, une fois devant le téléphone, j'ai pas envie de faire du téléphone, je vais regarder une vidéo YouTube pour approfondir ma compréhension et mon aisance et ma maîtrise du téléphone. Puis une fois devant le téléphone, oh, je me sens pas encore prêt, je vais retourner voir une vidéo. Et finalement, ça peut durer comme ça pendant des semaines. Et au bout de plusieurs semaines, bah, le membre de devenir consultant me dit, bah, j'ai toujours pas commencé à appeler. J'ai regardé des centaines d'heures de téléphone, j'ai lu des bouquins, j'ai lu des guides pratiques, etc. J'ai pas encore pris le téléphone. Ou alors, je l'ai pris une fois, je me suis pris un rejet, je me suis pris un répondeur et je suis retourné voir une vidéo pour me former davantage. Je vois ça. Je vois aussi beaucoup de membres de devenir consultants qui ont suivi, en moyenne, je dirais que les membres de devenir consultants ont suivi peut-être 2 à 3 autres formations. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des gens qui rejoignent devenir consultants sont souvent passés par d'autres formations, d'autres formateurs. Donc, Mhm. en soi, il est bon d'apprendre. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, selon moi. Mais ça, il y a quand même, je pense, un juste milieu qui est qu'au bout d'un moment, l'action est plus importante que l'apprentissage. Enfin, je pense que tu vas nous en parler, mais je pense que l'action reste le plus important. Mais Mhm. bon, c'est ce que je vois. Ce que je vois principalement, je vois beaucoup que la formation est la réponse première au syndrome de l'imposteur. Exact. Alors, première chose, je dirais à ces gens-là, arrêtez l'infobésité, quoi. Arrêtez de vouloir absolument essayer de bouffer encore et encore et encore et encore du contenu. Donc, Ça fait ça va comment? plus L'infobésité, de l'obésité d'information. c'est bien. C'est quand on a, enfin, tu passes ton temps en absorber et finalement, tu n'assimiles plus rien. Donc, j'ai envie de leur dire, euh, vous en avez assez. C'est-à-dire que vous êtes assez, vous connaissez assez de choses et il n'y a pas besoin de chercher encore plus. Et à force de se focus sur le j'ai pas assez, vous n'arrivez pas à regarder en fait ce que vous savez déjà. Et, et du coup, ça nous amène au perfectionnisme. C'est-à-dire qu'il y a un désir de vouloir être parfait. Ouais. Et le constat terrible finalement, c'est que bien souvent, chez ces gens-là, c'est qu'ils en savent trop. Oui. Ils pensent qu'ils en ont pas assez alors qu'en fait ils en savent trop. Et il y a une sorte de maladie un peu d'entrepreneur qui s'appelle la malédiction du savoir. C'est-à-dire que on en sait tellement trop et on regarde toujours tout ce qu'on ne sait pas qu'on a l'impression qu'en fait on n'en sait pas assez. Et c'est un schéma qui devient redondant, tu vois. J'apprends. Et par contre, ben, comme je ne mets pas en pratique, j'ai l'impression qu'en fait, j'en sais pas assez. Et du coup, je continue à en apprendre, tu vois. C'est juste apprendre à regarder tout ce qu'on sait déjà.
Donc, apprendre à reconnaître qu'on a déjà suffisamment de connaissances et de savoir en soi. Et il suffit simplement que ces personnes discutent avec leur entourage qui n'y connaissent rien. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils peuvent parler pendant 2 heures tout seuls, tellement ils en savent, tu vois. Ouais, Donc, s'ils s'imaginent qu'ils n'en savent pas assez, c'est qu'en fait, ils n'ont juste pas assez de conversations avec des prospects. c'est Et forcément, très bien dit ça. et forcément, quand on n'a pas assez de conversations avec ses prospects et qu'on ne peut pas mettre suffisamment en pratique ce qu'on sait, on fait une grosse fixation sur ce qu'on ne sait pas faire. En fait, ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire, c'est juste qu'ils regardent au mauvais endroit. C'est bien. Et Ça, je sais que vous qui nous regardez là, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans cette situation. Je vous connais, je vous parle, on se parle souvent. Je le sais que parmi vous, il y a des gens qui en savent plus que 99% de la population, voire plus, sur la publicité en ligne, sur Facebook, sur Google, sur la création de sites web. Vous êtes ultra compétents pour la plupart. Je le sais parce que je reçois des commentaires YouTube qui posent des questions par rapport à des tutoriels, etc., tellement pointus que je dois aller faire des recherches pour y répondre. Donc, clairement, non, clairement, vous êtes compétent. Dites-le en commentaire que vous savez que vous êtes compétent. Vous le savez au fond de vous. absolument. Et en fait, tout est déjà là, tu vois. Juste, il faut que ces personnes-là se disent, mais tout est déjà là, je sais déjà tout ça. C'est pas un problème, j'ai tout en moi. Et il y a un truc, c'est que, et d'où vient cette maladie à l'origine? Bon, on va pas non plus blâmer le système, mais bah, ça vient de l'école, hein. L'école fait le postulat que apprendre par anticipation, ça permet de mieux préparer l'avenir. Et c'est pour ça qu'on fait des études. C'est parce qu'on pense que faire 5 ans d'études, avoir un master 2 ou un doctorat, ça va nous aider à mieux s'insérer sur le marché du travail. Statistiquement, c'est vrai, mais d'un point de vue opérationnel, on voit très bien que quand on commence le travail, finalement, ça n'a pas trop de rapport avec tout ce qu'on a appris. Et finalement, apprendre par anticipation en 2021, ça ne sert à rien parce qu'on est juste à une recherche Google, une recherche YouTube de ce qu'on ne sait pas. Et Google It ou YouTube It, ça dépend d'où est-ce que vous piochez votre savoir, ou Podcast It. Et, euh, et justement, est-ce que toi, Valentin, il y a un truc que tu as appris par anticipation pendant plusieurs années d'études et qui en fait t'ont servi à rien, ou du moins ne correspond pas, la compétence que tu as acquise aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'on t'a appris pendant tes études? Si on parle des études, moi, il y a un truc que j'ai toujours sur le cœur, encore aujourd'hui, c'est que j'avais fait un bac déjà STG mercatique. Donc, c'était déjà ce qui ressemblait le plus à la publicité, au marketing au lycée. Et du coup, ouais, je crois que ça a commencé en première, les cours de management. Les cours de management où on apprend le taylorisme, le fordisme, les types de management paternaliste, autoritaire, etc. Tout ça, j'ai commencé à l'apprendre, je crois, en première. Et en gros, j'ai fait du management pendant 5 ans. Pendant le Wow. premier terminal, les 2 années de BTS, puis l'école de commerce qu'on a fait ensemble, on a fait du management. On a tout vu en management. Et je me souviens même que le management était une matière très importante parce qu'on avait 3 à 4 heures par semaine. Je me souviens avoir passé du temps là-dessus. Et ce qui me fout le plus les boules, c'est qu'au final, j'ai fini par manager. Quand j'ai créé ma boîte, au bout d'un an, j'ai fait des premières embauches. On va dire que j'ai eu une équipe de 3-4 personnes au bout d'environ 2 ans. Donc, j'ai fini par devoir manager. Et la vérité, ça, j'ai toujours les boules, j'ai rien retrouvé de ces cours dans mon management. Alors, certains me disent, oui, mais c'est parce que c'est inconscient. Tu as acquis des trucs inconscients. Non, 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 vraiment, je le jure. Autant j'ai d'autres matières, je sais qu'inconsciemment, ça m'a aidé à évoluer. Mais là, vraiment, je le jure, les cours de management pendant 5 ans ne m'ont servi à rien. Walou, ça m'a jamais été utile dans la business. Peut-être parce qu'à l'époque où ils ont fait tous ces bouquins de management, dans lesquels les profs ont pioché leurs cours, il n'y avait pas Facebook. Bah non, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et je veux dire, aujourd'hui, moi, je me souviens des types de management, voilà, paternaliste et autoritaire. Mais moi, aujourd'hui, regarde, personne ne m'a dit que j'embaucherais mes potes.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai embauché mes potes. On m'a toujours appris à embaucher à la compétence, au CV, etc. Et ben la réalité, la vraie réalité, c'est que je me suis rendu compte que je préférais embaucher à la loyauté et former mes nouvelles embauches. Mais mon seul critère, c'était la loyauté. Kevin, qui a passé plus d'un an et demi, 2 ans avec moi, il était entièrement autodidacte. Il a tout juste le bac, Kev. Ouais. Pourtant, il a tout Et appris du de coup, A à Z. ça m'amène à une conclusion par rapport à cette infobésité et cet apprentissage par anticipation. C'est que bouffer de la connaissance et suivre plein de mentors à la fois, ça aboutit à des paradoxes. Ah oui, Toi, par exemple, tu vas dire à tes élèves, apprends ou fais ça comme ça. Et il y a un autre qui va dire le contraire. Et le truc, c'est que si vous suivez plein de mentors, vous passez votre temps à apprendre sans appliquer, et ben en fait, il y a des informations contraires qui vont arriver. Et le résultat, c'est la paralysie ouais. et le syndrome. Parce que la plupart cherchent des vérités universelles. Moi, je le vois beaucoup avec, justement, comme je disais, comme plusieurs ont suivi d'autres formations sur le SMMA et le consulting avant d'arriver d'en devenir consultant. Mais par exemple, certains de mes concurrents formateurs sont à fond prospection téléphonique à froid. Et quand ils arrivent chez moi, je l'avoue, je n'ai jamais fait de prospection téléphonique à froid parce que je suis mal à l'aise avec ça. Et je vais conseiller autre chose. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent face à un dilemme. Il y en a un qui a des résultats, qui a conseillé la prospection téléphonique à froid. Et puis il y a moi, qui ai aussi des résultats, qui n'ai jamais fait de prospection téléphonique à froid. Sauf que le problème, c'est que quand on est au milieu et qu'on cherche une vérité à suivre, ben, on se retrouve bloqué et on ne bouge pas. On reste à la croisée des chemins et on n'en prend aucun des deux. Exactement. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que la vérité, c'est quand même un truc très, très difficile à appréhender. C'est un truc de gens qui démarrent, en fait, la vérité universelle, comme tu dis. Et que finalement, la seule vérité, c'est celle à laquelle tu crois. Ouais. C'est mon plus gros disclaimer dans toutes mes vidéos, dans tous mes lives qui sont réservés aux membres de devenir consultant, que je fais toutes les semaines. C'est ce que je dis à chaque fois que j'amène une nouvelle information ou un exemple. Je dis toujours, attention, ce n'est pas une vérité universelle, c'est un exemple. Parce qu'en 6 ans, par exemple, en 6 ans d'agence, moi, j'en ai testé plein des choses. J'en ai testé plein. Des méthodes pour trouver des clients. Je veux dire, franchement, sur plus de 200, 250 clients, il y a peut-être une cinquantaine de façons différentes de les obtenir. Il n'y a pas un client qui a ressemblé à un autre en termes d'acquisition clientèle. Ce qui fait qu'au final, non, il n'y a pas de vérité universelle. Ouais. Et j'ajouterais même une chose, c'est que tout le monde a raison. C'est un truc, je sais que quand on débute, en fait, on cherche qui a raison. Quel formateur est un escroc et qui a raison dans l'histoire. Tu vois, ça c'est un vrai débat. Et en fait, la bonne réponse, c'est que tout le monde a raison. Et que la seule vérité, c'est celle à laquelle tu crois. En fait, c'est juste que la question, c'est est-ce que ta croyance, elle t'aide? Est-ce que si tu crois que ce que Valentin te raconte, c'est vrai, est-ce que ça t'aide ou pas? Mm. C'est ça la vraie question. Et c'est pas est-ce que sa vérité est universelle ou pas. C'est est-ce que tu crois que ce que Valentin te raconte, c'est vrai? Et est-ce que en le croyant, tu te mets à agir? Et c'est très vrai. Et j'aimerais compléter ça en disant que et j'ai eu cette problématique il y a peu avec l'immobilier. Je voulais investir dans une grosse formation immobilière. Tu sais, j'ai m'étais fait un vrai budget pour ça. Et bah, comme tu le sais toi-même, il y a une tonne de formateurs sur l'immobilier francophone, au Québec et en France. Et j'ai été confronté à ce problème-là. Et personnellement, bah, tu m'avais déjà dit ça à ce moment-là. Et personnellement, je me suis référé à un critère simplement. La seule chose que je regarde vraiment chez un formateur, c'est est-ce qu'il a de l'expérience. C'est peut-être la seule chose que je regarde réellement chez un formateur, c'est dans le cas de l'immobilier, je regarde par exemple cette personne-là, est-ce qu'elle a ou a déjà eu des résultats avec l'immobilier? C'est la seule chose que je regarde au final. Si je peux attester de ces résultats, je vais avoir tendance à lui faire confiance. Mais après, entre deux personnes qui ont autant de résultats, enfin, je veux dire qu'il y en ait un qui a 90 apparts, l'autre qui en ait 300, enfin, je veux dire, au final, les deux ont des résultats. Bah là, j'y vais à la personnalité et à quel point je reçois leurs conseils. Je vais aller vers celui que je reçois le mieux, en fait. Mmh, exactement. Et justement, c'est quoi l'impact concret au niveau de tes clients de cette surinformation?
La paralysie, d'une part, c'est ça, c'est d'avoir des paradoxes en tout temps qui font que ça les empêche d'avancer parce qu'ils ne savent pas dans quel chemin, vers quelle voie aller. Il y a une, deux, trois, certains ont 10 chemins différents devant eux et vont vraiment préférer rester à leur place actuelle plutôt que d'emprunter un chemin. Sauf qu'on le sait en business, quand on reste statique, on recule, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose aussi, c'est de noyer les prospects. Pour ceux qui arrivent quand même à avancer, à avoir des premiers rendez-vous, etc., un des premiers symptômes que je vois, c'est de noyer le prospect sous une pluie d'informations ininterrompue pendant un rendez-vous, d'arriver avec un PowerPoint de 90 slides remplis d'infos, etc., alors que le client, tout ce qu'il veut qu'on lui dise, c'est t'inquiète, ça va marcher. Et il y a autre chose, c'est le perfectionnisme. Alors, Ouais. c'est un truc qui revient très souvent, tu vois, mais moi je dis halte au perfectionnisme. Un rendez-vous client, c'est pas un congrès d'experts, c'est pas des gens du CNRS, on n'est pas au sommet mondial de Facebook Ads. Enfin, c'est pas un truc d'expert, c'est justement le contraire. C'est vous qui êtes l'expert On de doit quelqu'un vulgariser. d'autre. Il faut vulgariser, Ouais. au contraire. Et, et finalement, par rapport au syndrome de l'imposteur, quelqu'un qui maîtrise ce que vous faites, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vous. Donc, si la personne prend la peine et le temps de vous recevoir, c'est qu'elle a besoin de vous. Parce que sinon, ça veut dire que si elle maîtrise, elle ne va pas perdre 1 heure ou 2 heures de son temps pour vous recevoir. Donc, c'est déjà un bon signe si vous avez un appel ou si vous avez un rendez-vous. Ou éventuellement, si elle maîtrise mais qu'elle vous appelle, c'est que même si elle sait le faire, elle n'a pas le temps de le faire. Ça peut être ça aussi. C'est pas son Aussi. temps, c'est pas son métier. Aussi. Et il y a aussi cette peur par rapport au perfectionnisme. Et le client, en fait, si jamais le client, il sait plus que toi, il ne va pas te rabaisser. Ça, c'est un truc, on pense que, ouais, mais il va me juger comme si j'étais à l'école, c'est le prof, et moi, je serai l'élève, et il va me dire, non, mais non, c'est pas ça, tu sais pas le faire, c'est pas la bonne méthode. Non, non. Quelqu'un qui est meilleur que toi, en fait, il va t'aider. Et ça, c'est un truc qu'on apprend par le marché, quand on fréquente les gens. Et Valentin et moi, on peut le dire. Les gens qui sont meilleurs, en fait, ils sont très contents d'aider l'autre. Ouais. Et les quelques-uns, si ça doit vous arriver de croiser la route de quelqu'un qui n'est pas comme ça, qui vous rabaisse, eh ben, tant mieux, c'est quelqu'un que vous voulez éviter. Et donc, je vous souhaite de ne pas le closer. Et puis voilà. Voilà. Euh, il y a également dans la recherche de perfectionnisme la question technique. Le prospect va me poser des questions techniques, donc il faut que je me forme de façon parfaite pour contrer tous ces arguments, toutes ces objections. En fait, la question technique, c'est uniquement dans votre imagination. Ça arrive jamais. Ça n'arrive jamais, et si jamais ça arrive, en fait, c'est pas que le prospect est très content d'aborder cette question, parce que lui, la seule chose qu'il veut, c'est de développer son business et son chiffre d'affaires. En fait, si la question arrive, c'est que le prospect n'a pas perçu ce que vous lui apportez dans l'entretien de vente ou le rendez-vous de vente. Et que maintenant, il cherche à combler les trous, il cherche à combler les blancs, parce que vous n'avez pas le lead sur la conversation. Et au final, vous avez juste besoin d'être expert de votre client et pas l'expert mondial. C'est juste une question relative. Et là-dessus, Valentin, tu as une très belle anecdote à nous raconter par rapport à ton rendez-vous avec un certain, on va l'appeler Bernard, un rendez-vous pub très technique qui a duré 1h30. Et, et en fait, tu étais allé dans ton trip, dans ton délire de technicité, d'approche, de stratégie. Et du coup, je vais pas je vais pas raconter la fin. Je vais te laisser. En fait, oui, c'est un client en fait, qui m'a été référé par mon mentor, Richard. Quelqu'un qui a déjà une grosse boîte, peut-être 10 millions de chiffre d'affaires. Et du coup, moi, je me suis dit, mon Dieu, je suis référé par Richard. Il va falloir que je m'impose, il va falloir que je montre de quoi je suis capable. Et voilà, le rendez-vous a duré 1 heure et demie, 1 heure et demie.
Et en fait, ce rendez-vous, ça a été une des pires expériences de ma vie, en même temps une des plus formatrices parce que j'en parle encore aujourd'hui. J'ai passé une heure et quart sur la totalité du rendez-vous à faire un monologue technique, à essayer de montrer que j'étais un expert, à parler de mots compliqués, de conversion de pub, de machin, à décortiquer le business model de Facebook pour faire comprendre aux clients toute la beauté de Facebook Ads, etc. Et il ne réagissait pas, le client. Le mec, il m'a quand même reçu sans savoir ce que je faisais vraiment sur les conseils de Richard. Donc, c'est déjà gagné, en fait. Et pourtant, malgré ça, j'ai raconté des trucs techniques pendant une heure et quart. Et je déconne pas, dans les 5 dernières minutes de rendez-vous, 5 minutes avant la fin du rendez-vous, c'était perdu pour moi. Le gars, il n'avait rien compris. Il s'endormait. Et dans les 5 minutes avant la fin du rendez-vous, je me suis rendu compte en fait qu'il ne réagissait pas. Alors je lui ai dit, en fait, la publicité Facebook, ça va te faire gagner de l'argent. Ça va te faire trouver des clients. Alors moi, je me disais, voilà, c'est la conclusion qui va le faire réagir. Il n'a toujours pas réagi. Et du coup, je me suis dit, foutu pour foutu, bah, je lui ai demandé ce qu'il veut. C'est quoi votre but en fait? Il me dit, bah, je suis très fier de mon entreprise, je suis la 4e génération de mon entreprise. Et là, je lui dis, ah ouais? Et juste en disant, ah ouais, il s'est mis il a commencé à me raconter l'histoire de sa boîte. Et là, d'un coup, ça a été flagrant. En fait, ce monsieur-là, il était juste très fier de sa boîte. Et il a juste un gros ego. Et c'est là que je lui ai répondu. Vous savez qu'avec Facebook, pour quelques dollars par mois, vous pouvez être très visible. Donc, en gros, pour 1000 balles par mois, tout Montréal va vous voir toute la journée. Ça y est, c'était gagné. 3 minutes plus tard, c'était bon, le rendez-vous était clôturé. En fait, tout ce qu'il voulait que je lui dise, c'était je vais dépenser ton argent et tout le monde te verra. C'est tout. Et pourtant, j'ai passé une heure à l'emmerder avec mes trucs techniques. Et ça, on pourrait croire que c'est une sorte de client qui ne peut pas durer dans le temps. Bah, sachez que ça a duré plus de 2 ans. La relation avec lui, il m'a payé plus de 2000 dollars par mois d'honoraires pour dépenser plusieurs milliers, jusqu'à presque une dizaine de milliers de dollars par mois de pub pour le faire voir. Pas forcément pour les ventes, les conversions, ils s'en foutaient, juste pour avoir de la visibilité. Et dernière anecdote que je vais vous donner, sur tous mes rendez-vous, donc plus d'une centaine, jamais, jamais, jamais j'ai eu de questions techniques, sauf une fois. Une fois, j'ai eu un client qui m'a posé des questions techniques et il m'a posé des questions sur les conversions. Il m'a dit, comment tu vas faire pour suivre les conversions? Est-ce que tu vas créer des événements? Alors j'ai regardé, j'ai dit, ouais, 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 je vais prendre le pixel, je vais l'installer, je vais créer des événements, et puis je pourrais vous dire exactement les conversions, combien elles coûtent, combien elles rapportent. Et là, je le vois, son regard n'a pas changé quand je lui ai répondu. Et en fait, ça s'est devenu un client. Et plus tard, il m'a dit, écoute, la question que je t'ai posée, qui était technique, là, c'est mon gendre travaille dans le marketing. Et il m'avait donné cette question, et il m'a dit, pose-la au consultant que tu vas rencontrer. Et donc, le mec qui m'a posé la question technique ne comprenait même pas la question qu'il me posait. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas réagi quand je lui ai répondu. Il ne comprenait pas la question, il n'a pas compris la réponse. Il a fini par me l'avouer. Donc, en fait, la seule fois où j'ai eu une question technique, bah, c'est une question que le client ne comprenait même pas. Ouais, ouais, moi aussi j'ai déjà eu des cas comme ça. Et effectivement, des fois ils lâchent des petits mots comme ça parce qu'ils ont fait quelques recherches sur Internet. Voilà. Et en fait, oh, putain, voilà, c'est bon, on va partir dans un délire. Et en fait, non, c'est juste que il a googlisé quelques mots et puis il est tombé dessus. Puis il s'est dit, bon, bah, on va alimenter la conversation, quoi. Voilà. Et finalement, c'est les pensées qu'on crée autour de ça qui créent le stress et l'anxiété, alors qu'au final, concrètement, le but dans une conversation, c'est de pas oublier, c'est quoi notre but? C'est d'aider notre client à Ah oui. avoir des clients. Et c'est ça le but. Et puis, un autre truc que je voudrais juste rajouter pour finir là-dessus, c'est que si le client vous sort des mots compliqués, s'il a fait des recherches Google avant de vous recevoir et il vous sort les mots conversion, etc., vous allez voir, dans 90% des cas, il aura un petit air de fierté quand il va vous dire ces mots-là. Ben, plutôt que d'avoir un air apeuré de oula, je suis face à quelqu'un qui s'y connaît, félicitez votre client. Dites-lui, waouh, vous connaissez le sujet, félicitations. Vous avez Ouais, félicité le client, lui, il aura de l'ego, il va être heureux, il va se sentir reconnu et il va vous apprécier juste pour ça. Et juste pour ça, il peut vous filer le contrat. exactement. Et finalement, c'est de l'ego, tu vois. Parler de la technique, penser qu'on va parler de la technique, c'est de l'ego. C'est quand on pense qu'on est vendeur, c'est on va s'intéresser à mon service, à mon produit, à ce que je vends, à Ouais. moi. Mais quand on va en rendez-vous client, on n'est pas là pour soi. On est là pour son client, pour aider son client. Et ça, il faut jamais oublier. Et le client, il veut vous voir pour lui, pas Ouais. pour vous. Ah non.
Ça, il faut jamais l'oublier. Et dernier petit truc très puissant en termes pour vraiment décomplexer par rapport à tout ça. Imaginez tous les patients qui sont allés sur Doctissimo, qui arrivent chez leur médecin, qui lui sortent 2 mots qu'ils ont vus sur Doctissimo, qui disent, moi j'ai ça, j'ai vu ça, 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 ça. Moi j'ai ça. Et vous que vous êtes le médecin, et vous êtes là, votre patient, il a googlisé 2, 3 mots, et il vous sort des mots compliqués parce que ça y est, lui, il sait. Non, non. Faut pas juste rester à la surface. Faut gratter. Et non, le patient, il sait pas. Voilà. Il Toi, n'y a ton pas père est de. médecin, il a dû le vivre, ça. Il est médecin, ton père. Ouais, Ouais. ouais. Après, il me raconte pas tout, mais de toute façon, tous les médecins, tu sais, aujourd'hui, bah, ils ont une génération en face d'eux qui est à Google, tu vois. Ouais. Euh, je dis pas il faut pas snober ça, mais simplement, il faut juste relativiser tout ça et créer des conversations intéressantes. Mais ça montre bien que tout est très conversationnel, tu vois. C'est pas une personne qui délivre un savoir en face et puis l'autre a juste à recevoir le savoir. Non, c'est un échange, tu vois. On Mm. s'apporte mutuellement des choses. Et je pense que c'est ça qui est la plus belle chose à retenir. Alors, et justement, par rapport à, à ce perfectionnisme, finalement, les gens, ils attendent qu'on les juge experts. Ouais. Et Oui, les consultants finalement, attendent le statut d'expert. Oui, oui, on a tendance, et ça c'était mon cas aussi, j'avais tendance à espérer qu'un jour le statut d'expert me tombe sur la tête et que d'un coup tout aille mieux en fait. c'est le schéma de l'école, quoi. Je Ouais, vais à avec un l'école, diplôme qui te un tombe diplôme, dessus, et ça y est, c'est bon. j'attends que la société, j'attends que des tiers, j'attends que l'extérieur me dise que je suis ça. Ouais, Et finalement, l'expertise, ne pas être assez expert, ne pas être assez compétent, être un imposteur, c'est un jugement. C'est pas un fait. ouais, c'est pas des Pas faits. que t'es pas expert, c'est pas que t'es pas compétent, c'est pas que tu es un imposteur. C'est juste qu'il y a des gens qui pensent, ou tu as créé la pensée que tu l'es. Mais ce n'est pas un fait. Le seul fait qui existe, c'est qu'un client t'a posé une question et tu n'as pas su le répondre sur le moment. Ça, c'est le fait. Et à partir de ça, tu t'es imaginé plein de choses. Tu as eu des émotions, tu as eu des remords. Tu t'es dit, ah, il y a eu un blanc, j'ai pas réussi à le répondre. Enfin, et en fait, c'est toute l'émotion et les pensées que tu as créées derrière qui te donnent l'impression que tu es un imposteur. Mais le client, il a juste googlisé un mot avant le rendez-vous, il te l'a sorti et toi, tu as pris panique et tu as perdu tes moyens. Ouais. Et la vraie, en vrai, c'est même pas les gens qui pensent finalement c'est pas les gens qui portent le jugement sur le consultant, que c'est un imposteur, c'est le consultant ouais, qui se porte sur lui-même un jugement, qui s'imagine que les gens le pensent, mais dans la pratique, personne ne le pense. Mais c'est vrai, Exactement. non, oui, c'est vraiment, dans les faits, si vous n'arrivez pas à répondre à une question sur le coup, mais il n'y a pas de problème. Vous le dites au client, voilà, je vous reviens dans 24 heures avec la réponse. Et c'est ce que toi, tu as fait avec une de tes collaboratrices. Bah oui, oui, ben non. Johan, qui travaille avec moi, que vous connaissez sur la chaîne, que vous avez déjà croisé, et je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui, Johan, ça fait un an qu'elle travaille, un an et demi qu'elle travaille avec moi. Aujourd'hui, bah, elle gère carrément Annie Marketing. Aujourd'hui, Johan, qui a 23 ans, gère des contrats à 10 000, etc., sans aucun problème, sans se poser de questions. Mais il faut savoir qu'il y a un an à peine, quand elle est arrivée, déjà, elle a eu une peur panique d'être face à un client ou de parler à un client au téléphone et qui me disait tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe si le client me pose une question que je ne sais pas quoi lui dire? C'était vraiment ce qui revenait tout le temps, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas quoi lui répondre? Et moi, à chaque fois, et ça a été comme un running gag, un jeu, je lui disais tout le temps de répondre je vous reviens dans 24 heures. Je vous trouve la réponse et je vous reviens dans 24 heures. Je vous trouve la réponse et je vous reviens dans 24 heures. Et à chaque fois qu'il me disait, mais qu'est-ce que je fais si il me dit, je vous reviens dans 24 heures. Et au final, je lui ai tellement mis dans la tête, je vous reviens dans 24 heures,
que maintenant, bah, dès qu'elle a un problème, dès que quelqu'un lui pose une question, etc., c'est je vous reviens dans 24 heures. Et jamais, 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 jamais en un an et demi, elle n'a eu de problème avec ça. Jamais moi, en 6 ans, j'ai eu de problème avec ça. Au contraire, moi, si demain, j'ai affaire à un expert, enfin un expert, oui, ou un consultant, n'importe qui, je préfère qu'ils me disent je vous reviens dans 24 heures avec une réponse. Sauf si les réceptionnistes, c'est qu'il y a soi-disant le feu dans ma chambre. Là, c'est tout de suite. Mais pour tous les autres, je vous reviens dans 24 heures, et ben, tant mieux. Reviens-moi avec une vraie bonne réponse dans 24 heures, plutôt que de me dire des conneries tout de suite. Application directe en rendez-vous client, vous pouvez très bien dire bah, je vais demander à mon partenaire, freelance, collaborateur avec qui je travaille. Je suis en partenariat et lui, c'est un expert de ça. Il est beaucoup plus spécialisé que moi. Et dans le mail de retour que je vous ferai de la synthèse du rendez-vous, je mettrai sa réponse. Voilà, Voilà, tout à comme ça, fait. vous arrêtez de créer cette peur en vous et vous l'externalisez. Je ne sais pas si on externalise sa peur. Et du coup, ça permet au moins pour sa gestion émotionnelle intérieure, de se dire ah c'est bon, il y a quelqu'un qui a la réponse et du coup, j'ai pas besoin de prendre ça sur moi. Ah oui, Voilà, ça et je suffit. veux juste terminer là-dessus en disant que vous le savez, vous qui regardez la vidéo, souvent dans le groupe Devenir consultant en commentaire, vous me posez des questions sur Instagram, sur Canva et tout, ou même sur Divi aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je vous le dis tout le temps, Divi, Instagram, Canva, c'est Joanne qui s'en occupe. Ce qui fait que dans la plupart des cas, quand vous m'écrivez en privé pour me poser des questions sur Instagram ou sur Canva, je vous réponds, bah attends, je vais demander à Joanne de te répondre. Parce que je ne sais pas. Voilà. Et est-ce que vous me jugez pour ça? Est-ce que vous me jugez non expert à cause de ça? Non. En tout cas, jamais vous me l'avez dit. Alors, quand finalement, on revient au fait, le client t'a posé une question, tu n'as pas su répondre sur le moment, on a vu donc, OK, on peut trouver des pirouettes internes pour résoudre le problème. Mais au final, si on revient au niveau de l'état d'esprit, tu as le choix entre deux types de pensées, tu vois. Tu as le choix entre des pensées de jugement, d'auto-jugement. Je suis un imposteur, je ne suis pas expert, je ne suis pas légitime dans tel domaine, etc. Et, ou des pensées de gratitude. Les pensées de gratitude, c'est simplement, OK, le prospect t'a posé une question, tu n'as pas su répondre, tu es allé chercher après, tellement tu étais frustré, tu as trouvé la réponse. Donc, au bout d'une journée, tu as grandi, tu as appris. Et remercie le prospect. Je pense que ce qui va générer du stress et de l'anxiété, c'est d'avoir des pensées d'auto-sabotage et de passer son temps à s'auto-juger, alors qu'en fait, la pensée qui permet de se libérer de tout ça, c'est simplement de se dire « Ah, merci monsieur le prospect Ouais. de m'avoir posé cette question, parce que maintenant, j'ai grandi, j'ai appris, ça m'a challengé sur un truc. » Et, et je pense que toi, tu le vois, mais elle est là la différence entre ceux qui vont avancer et ceux qui vont stagner ou ne pas faire leur premier pas pour ceux qui n'ont pas encore de clients. C'est quel type de pensée que tu as créé par rapport à ce même fait. Et, et en fait, comme les pensées dictent les émotions qui dictent les actions et les actions créent les résultats, Ah du ouais. coup, selon que tu aies des pensées de jugement ou de gratitude, tu n'auras pas les mêmes émotions et tu n'auras pas les mêmes actions. Si tu as une pensée de jugement, peut-être que tu as une plus forte probabilité de ne pas agir. Alors que si tu as une pensée de gratitude, peut-être que tu auras envie de te dire « Ah, j'ai appris, bah maintenant, je vais peut-être même faire une vidéo là-dessus, tu vois. » Ouais. Et tu vas passer à l'action et maintenant, quand quelqu'un aura une objection, tu seras très content d'être l'expert de un jour de plus qui va parler de ça de vive voix. Et Et c'est alors, là où je me permets de te couper avec une anecdote très rapide. Depuis 2, 3 mois, tout le monde me parle de prospection avec Loom, un outil qui s'appelle Loom. Au bout de 2, 3 mois, je commence à en avoir marre de ne pas savoir ce que c'était. J'ai fait des recherches hier et là, j'ai prévu une des prochaines vidéos qui sort, c'est prospecter avec Loom. Parce que tout le monde m'en parlait, je ne savais pas ce que c'était, j'ai fait des recherches, j'ai appris, j'en fais une vidéo. Et aujourd'hui, merci à ceux qui m'ont saoulé avec Loom. voilà. Et, et finalement, donc avec ton exemple, on voit que le jugement de la compétence, en fait, ça évolue dans le temps, tu vois.
euh, tu savais pas ce qu'était Loom et maintenant tu sais ce qu'est Loom. Oui. Et peut-être que si tu te juges avant de connaître Loom, tu te dis oh putain, ce Valentin il y connaît rien. Et je pense que beaucoup en fait qui t'ont parlé de Loom, ils pensaient ça. Ils disent, ah bah je sais pas. Finalement Valentin c'est un imposteur de Loom. Et une journée après, oh putain c'est un expert de Loom. Ah oui, bah oui. Et en fait, je veux vraiment caricaturer et décomplexer tout le monde par rapport à ça. C'est qu'on est constamment en train d'apprendre. Et il n'y a pas de mal à assumer le fait que sur certaines choses, on est ignorant et on est peut-être inconsciemment ignorant, on devient consciemment ignorant et après on devient inconsciemment compétent et consciemment compétent. Et c'est Oui, par là que tout progression. passe, tu vois. Ouais. Et, et finalement, tu me disais un truc, c'est que euh, qui tu étais, qui tu es maintenant, à qui tu t'adresses maintenant et à qui tu t'adresses plus tard. Et, et finalement, la compétence, c'est un jugement qui évolue dans le temps. Parce que toi-même, quand tu te juges, quand tu avais des pensées limitantes, tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de dire de ce Valentin? Mais quel ignorant! Il ose aller voir des clients qui font peut-être des millions, alors que ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'il a commencé. Ben oui, mais en vrai, déjà oui, l'expertise, le fait d'être un expert, c'est très relatif déjà à qui on s'adresse, à qui on était et qui on sera déjà. Et aussi, moi, ce que j'aimerais tellement que les gens, vous qui nous regardez, et puis tous les autres, si vous saviez le temps que je passais à me former en même temps que j'avais des contrats, c'est-à-dire que mes premiers clients, pour la première année, voire les 2 premières années, mais surtout la première année, genre, un contrat, c'était 50% de production, 50% de formation. Je savais que je voulais, par exemple, faire telle chose pour un prospect, faire un questionnaire sur sa page de capture ou je sais quoi. Je ne savais pas le faire, donc j'apprenais à le faire en même temps que je le faisais pour le client. J'avais une idée de ma finalité, de ce que je voulais faire pour le client, je ne savais pas comment, je me formais en même temps que je produisais pour le client. Et ça, faut l'assumer. Faut l'assumer. Il faut être fier de continuer d'apprendre pendant qu'on produit. Et croyez-moi, dans le web, de toute façon, vous n'aurez jamais fini d'apprendre. Ça change tout le temps. Exactement, exactement. Moi, je dirais que la clé, c'est d'accepter qu'il y a différents niveaux d'expertise et que vous pouvez très bien être expert euh, après 5 minutes de podcast. Donc, il y a l'expert 5 minutes. Il y a l'expert 1 heure de vidéo YouTube. Il y a l'expert 24 heures après 2-3 rendez-vous avec des prospects. Il y a l'expert 1 mois parce qu'on a pris un accompagnement. Il y a l'expert 1 an parce que ça fait déjà 1 an qu'on a sa boîte. Et il y a l'expert 10 ans parce que on kiffe ça depuis 10 ans et on fait que ça. Et voilà, il y a différents niveaux d'expertise. C'est juste une question relative, comme on le disait depuis le début. Et décomplexer juste par rapport à tout ça. Accepter juste qu'il y a différents niveaux d'expertise. Et retenez, pour ceux qui ont des enfants, vous mettez vos enfants des fois avec des profs qui ont tout juste leur master 2. Ils ont passé leur concours et ils commencent. Et alors, est-ce que vous êtes inquiet parce qu'il n'est pas agrégé et qu'il n'a pas 30 ans d'expérience? Non, vous dites, s'il est là, c'est certainement que s'ils ne l'ont pas mis là par hasard, quoi. Ouais. Ouais. L'enfant de 4 ans a probablement quand même quelque chose à apprendre d'un Master 2. Exactement. C'est exactement ça. Et il y a un truc qu'on a Alors, tous fait, hein. Il y a un truc qu'on a tous fait, c'est d'apprendre quelque chose l'après-midi, puis le soir, on est avec des amis ou avec la famille. Le sujet arrive dans la conversation et tu leur apprends ce que tu as appris la veille. Tu dis, tu sais pas ça, toi? On l'a tous déjà fait, ça. exactement, exactement. Et alors, en quoi ce syndrome d'imposteur, il empêche ceux qui débutent de vendre, de commencer à vendre, de faire leur premier rendez-vous? C'est tout ça le problème, en Et fait. C'est que là, on parle des peurs, mais parce que ces peurs-là, on parle de peurs qui vous empêchent de trouver vos premiers clients. Donc, c'est quelque part, le syndrome de l'imposteur est relié intimement à la vente ou plutôt à la difficulté à vendre. exactement. Donc, problème de démarrage. Et alors, première chose par rapport à tout ça, c'est que qu'est-ce que n'est pas la vente? Et je pense que c'est important de déstructurer ce qu'on pense. Parce que je sais comment démarre un débutant dans la vente. Il se dit, j'ai envie de vendre,
et mon prospect il a peur d'acheter. Alors stop. C'est pas une confrontation entre avoir envie de vendre et quelqu'un qui a peur d'acheter. C'est pas du tout ça. C'est être acheté et non pas envie de vendre. C'est l'autre qui doit s'auto-convaincre qu'il veut acheter. Mhm. Donc, c'est à vous de poser les questions, de prendre le lead dans la vente où il a zéro obligation. Vous n'avez aucune obligation de vendre. Il n'a aucune obligation d'acheter. On va expliquer juste après. Mais simplement, l'idée de ne pas se mettre cette pression où il faut vendre et où il doit acheter, ça permet déjà de se libérer. On sait très bien que vous avez des factures à payer. Ça, il n'y a pas de problème, on a compris, on a tous ce problème. Mais il y a une différence entre vivre dans la mentalité d'abondance et de se dire, si ce n'est pas lui, c'est le prochain. Parce que mon planning, il est plein de rendez-vous. Mm. Et la mentalité de manque où, il faut que ce soit absolument lui, je vais faire un rabais parce que sinon, je ne vais pas manger ce mois-ci. Ouais. Et ça, le client, il le ressent. Mentalité d'abondance. C'est très important. Alors, je disais, il n'y a pas d'obligation. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'obligation à vendre, il n'y a pas de cette pression à se mettre sur la vente, tout simplement parce que si le prospect ne vous correspond pas, eh ben, vendez pas, retirez la vente. Vous avez le droit de retirer la vente. Et là, Valentin, je pense que tu as un truc, une anecdote qui va vraiment vous faire prendre conscience que vous n'avez aucune obligation de vendre ni d'accepter la vente et que vous avez le droit. Vous avez le lead. C'est vous qui contrôlez la vente. Vous avez le droit de retirer la vente. Donc, des clients que j'ai refusés en cours de rendez-vous, bah oui, j'en ai eu un ou deux. Bon, déjà, il y en a une, j'en ai déjà parlé, c'est une décoratrice d'intérieur. Je lui pose des questions comme d'habitude. Mon but, c'est de comprendre les objectifs de chacun, hein. C'est le but d'un rendez-vous de vente, hein. C'est de comprendre où est-ce que mon client veut aller, en quoi je peux l'aider à atteindre ce résultat. Et elle, concrètement, elle me dit, bah, faire des ventes parce que c'est avec cet argent-là que je vais te payer. Déjà, moi, typiquement, cette phase de découverte m'a permis de découvrir que ma cliente, en fait, bon, n'avait aucune idée de là où elle voulait aller, parce qu'elle voulait c'était faire de l'argent. Et elle m'a même avoué à ce moment-là que du coup, elle n'avait pas une scène sur son compte et que c'est avec l'argent qu'elle allait faire qu'elle allait payer. Donc, clairement, en gros, j'étais le seul à prendre des risques. Ça, c'était clairement, c'est un rendez-vous que j'ai interrompu à cause de ça. Et un autre exemple, c'est un client qui m'a. Pareil, il avait l'air très sympathique et tout. On discute bien. Et puis, je lui dis, bon, alors, c'est quoi l'objectif? Comment tu vois notre collaboration? Je lui ai demandé. Et il me dit, bah, la collaboration, je la vois. Toi, tu m'amènes des clients et puis moi, je les essore. Et alors, moi, j'ai essayé de. Je regardais, je me disais, moi, j'ai eu un sourire quand même, mais j'attendais qu'ils rigolent, tu vois, qu'ils me disent, ouais, c'est une blague, tu vois. Non, c'était pas une blague. Sa collaboration, c'était ça. Alors, moi, je lui ai gentiment, avec un sourire quand même, parce qu'il ne faut jamais se mettre personne à dos, hein. Même quelqu'un qui n'est pas forcément aligné sur ses valeurs, il ne faut pas se mettre à dos. Mais moi, je lui ai dit, bon, on n'a peut-être pas la même vision du business, mais c'est pas grave, je suis convaincu qu'on aura d'autres occasions de travailler ensemble. Mais pour cette fois-ci, ça ne collera pas. Et voilà. Parce que simplement, je ne voulais pas mettre le nom ennemi marketing à côté de quelqu'un qui travaille comme ça. Quelqu'un qui dit, j'essore mes clients. Enfin, moi, c'est autant je veux bien qu'on ne soit pas dans un monde de bisounours et qu'on est là pour gagner de l'argent, autant ça, c'est un truc que je n'ai pas accepté. Et donc, vous voyez, c'est des rendez-vous typiquement où je me suis senti, où il a fallu en tout cas que je me sente leader du rendez-vous au point d'y mettre un terme parce que les réponses de mes prospects n'ont pas été alignées avec mes valeurs personnelles. Que je sois le seul à prendre des risques et que si je fais des ventes avec la pub, la cliente me paye, bah, ça ne me convient pas. Et à quelqu'un qui n'a pas d'éthique au travail, ça ne me convient pas non plus. Donc, en tant que leader sur le rendez-vous, je me permets d'y mettre un terme. Et ça peut encore renforcer le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est de se dire, en plus, je sais pas, je fais des actions et en plus, ça me ramène même pas les clients que j'ai envie de travailler, j'ai pas envie de travailler. Donc, du coup, j'ai encore plus de doutes sur ma légitimité, etc. Tu vois. Et c'est important de comprendre en fait quel est le type de client qu'on veut et quel est le type de client qu'on ne veut pas.
Oui, ça devient un cercle vicieux. Si vous arrivez avec le syndrome de l'imposteur et qu'à cause de ça, vous acceptez n'importe qui, vous vous laissez mener par le rendez-vous, vous finissez par travailler avec des gens qui n'ont pas d'éthique ou qui travaillent mal ou des gens qui sont cons tout simplement, ça démarre un cercle vicieux qui fait que vos rendez-vous sont pénibles, votre quotidien est pénible, vos clients sont pénibles, bref, tout est pénible. Absolument. Et alors, c'est intéressant dans ton anecdote, tu as dit j'avais le lead, j'avais le leadership dans la vente. Et effectivement, c'est important quand on veut vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est déjà de se fixer dans la tête que dans une vente, il faut avoir le lead. Donc, c'est vous qui maîtrisez la vente. Et comme toi, tu l'as dit une fois, c'est pas parler pendant 1 heure, Ouais, c'est pas faire un monologue. maîtriser la vente, ça ne veut pas dire que tu dois parler tout le long. Au contraire, moi, personnellement, je maîtrise la vente en maîtrisant les questions que je pose, mais 80% en tout cas, du premier rendez-vous de découverte. Comme le nom l'indique, c'est de la découverte, donc c'est au client de parler. Ce n'est pas à vous de balancer votre PowerPoint. Donc finalement, vous maîtrisez la conversation en posant des questions. Rappelez-vous vos examens, les oraux, aux examens, au bac, etc. C'est vous qui parliez 90% du temps. C'est l'examinateur qui vous posait les questions. Est-ce que vous aviez l'impression de contrôler l'entretien? Probablement pas. Celui qui contrôlait, c'était l'examinateur qui vous posait les questions. Exactement. C'est la même chose quand tu as un flic qui t'arrête, celui qui pose des questions, il est en position d'autorité, toi tu réponds. C'est pareil chez le médecin, il te pose les questions, toi tu réponds. Tu vois. Et celui qui contrôle les questions, contrôle la conversation, le rythme, qu'est-ce qu'on dit, et il contrôle le raisonnement et là où on veut en arriver. Donc, votre rôle, Donc, ce n'est pas d'occuper l'espace, c'est d'orienter la conversation là où vous le souhaitez. exactement. Et je donnerais même un tips, c'est que si vous voyez que le prospect veut reprendre le lead, vous reformulez sa question et vous montrez que c'est vous le leader. C'est vous qui reformulez les questions avec vos mots et votre façon de penser. C'est pas le prospect qui contrôle la conversation. Et si on parle de leadership pour vaincre le syndrome de l'imposteur dans la vente, c'est tout simplement parce que, en fait, la vente, c'est un transfert d'énergie. C'est un transfert d'énergie et le vendeur doit être dans une position où il a plus d'énergie que l'acheteur. Hmm. Parce que si on y va avec un syndrome de l'imposteur, avec des pensées de doute, de peur, de tout ce qui est anxiété, etc., et ben en fait, inconsciemment, on va le transférer à l'acheteur. Ouais. Et si on transfère ce type de pensée, d'émotion à l'acheteur, si lui-même il se retrouve dans la peur et l'anxiété, eh ben, au moment où vous allez sortir l'offre et le prix, c'est bon, il a déjà dans sa tête, c'est déjà acquis que non, non, il est trop stressé par rapport à ça et il va pas le prendre. Et donc, la, la bonne façon de voir les choses, c'est que c'est de se dire, waouh, quand je débute cet entretien, cette vente, c'est de poser son intention et de dire, waouh, lui, il a accepté cet appel, il a accepté ce rendez-vous parce qu'il a besoin d'aide. J'ai la solution peut-être à son problème, j'ai l'opportunité de l'aider, je vais donner le meilleur de moi-même pour pouvoir l'aider. Je vais, entre le début de l'entretien et la fin de l'entretien, je vais le transformer. Je vais lui faire subir une transformation. Il n'a pas conscience de ça et ça, c'est pas clair. Je vais lui apporter de la clarté. Et le seul fait d'apporter de la clarté va aider le prospect. Hmm. Et quand on se met dans cette position où on va donner de l'énergie, on va transférer quelque chose pour aider l'autre, eh ben, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le doute, tu vois. On est dans la certitude. Ouais. Et ça, c'est la clé de la vente. Une vente, c'est un challenge. C'est vrai qu'on voit les gens qui ont pour vocation d'aider les autres, même dans le côté associatif, etc. On voit qu'ils n'ont pas de doute, en fait. On leur voit dans leur façon de parler. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est foncièrement bon et qui souhaite vous aider ou vous conseiller ou autre, il n'y a pas de doute ou de nervosité dans sa voix. Il y a juste de la certitude de t'inquiète pas, je vais t'aider. Ouais. Et regardez les hommes politiques. Il n'y a rien de pire qu'un homme politique qui a à peu près tout à gérer à son niveau
Et il y a un journaliste qui lui pose une question ultra précise. La France, elle a combien de sous-marins nucléaires d'attaque? Tu veux devenir président de la République, tu ne sais pas répondre à cette question. Regardez comment les gens y gèrent. Est-ce qu'ils se disent, ah ouais, c'est vrai, ah c'est vrai, je suis pas légitime à être président. Non, c'est pas ça qu'ils répondent. Ouais. Ils ont une réponse de politicien. Ils vont trouver une pirouette et ils vont dire, ah non, alors ça je sais pas, mais par contre ce que je sais c'est que il y a les SNLE, il y en a tant, tu vois. Ouais. Donc bon, Ou alors ils sous-marin vont dire, nucléaire, il y en a assez pour nous protéger. Point barre. c'est ça, tu vois. Et quand tu regardes la télé, en fait, ils passent leur temps à faire ça. Ils passent leur temps à faire des pirouettes parce qu'en fait, c'est tout le temps des imposteurs, sauf qu'ils n'ont pas le syndrome. Ah oui. Alors, exercice. Comment, comment en pratique, bon, tu vas me dire, ah bon, tout ça c'est bien, hein. On a travaillé sur la pensée, l'état d'esprit, et je pense d'ailleurs que juste cette partie-là, elle va pouvoir aider beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mais maintenant, il faut un truc un petit peu plus pratique, Ouais, un quelque petit chose peu de plus. concret, ouais. Ouais. Et il y a beaucoup de Alors, théories, et je pense déjà la théorie, je pense elle va permettre pas mal d'introspection pour beaucoup qui vont regarder la vidéo. Mais maintenant, c'est vrai que si tu as des exercices ou quelque chose à faire au quotidien qui peut aider, ça peut être pas mal. hmm, ouais, mais la théorie, ça aide, hein. On prend les décisions au niveau de l'esprit, tu vois. Donc, ce qui est pratique vient finalement en application de la façon de changer ses pensées. Ouais, Donc, on reparamètre ses pensées et l'action est la conséquence logique. Donc, l'une et l'autre vont ensemble. Alors que des fois, tu sais, quand on a été à l'école, on pense que tout ce qui est un peu théorique, c'est un peu contre la pratique. Et donc, du coup, tu as des gens qui sont pro-études, tu en as d'autres qui sont pro-apprentissage, vraiment les mains dans le cambouis, tu vois. Et finalement, c'est pas forcément ça. Il y a pas d'opposition entre théorie et pratique. C'est juste l'une et l'autre sont un enchaînement logique. Après, c'est vrai que dans le cadre de l'apprentissage, par exemple, tu pratiques directement ce que tu apprends et il y a une ouais, correspondance parfaite ce que tu apprends d'un côté et ce qu'on te met en pratique. Et finalement, c'est ce que fait chacun aujourd'hui. Quand il va sur Google, il voit une vidéo et bah, ceux qui cartonnent, bah, c'est pas compliqué. Juste après, ils sont en pratique, tu vois. Donc, ouais. ça, c'est la version moderne. Alors, pratique, de façon pratico-pratique, il y a un exercice qu'on appelle, alors, on peut dire anticipation pour ceux qui sont pas à l'aise, mais moi, j'appellerais ça plutôt visualisation. C'est-à-dire commencer à visualiser la personne qu'on va être dans 3 mois, 6 mois, un an. Et à partir de la personne qu'on va être, ramener dans le présent toutes les pensées, les émotions et le comportement. Alors, je dirais que la première chose, et la chose la plus importante même, c'est de changer la qualité de ces questions. Aujourd'hui, peut-être que certains se posent des questions d'ego par rapport au syndrome de l'imposteur et se disent, est-ce que je suis assez légitime pour vendre de la pub? Ouais. Ça, c'est les questions de quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur. Oui. Mais est-ce que quand tu t'imagines dans un an que tu as évolué, la façon dont tu te projettes, est-ce que le toi dans un an, il va se dire toujours, est-ce que je suis assez légitime pour vendre de la pub quand tu auras déjà 50 clients? Non. Cette personne dans un an, si on la ramène au présent, elle va remplacer cette phrase par j'ai déjà bouffé 500 heures de publicité Facebook Ads. Je fais partie des 0,1% de la population qui savent déjà le plus. Alors de toute façon, quelles que soient les questions que me pose le prospect, bah j'ai la réponse. Et si j'ai pas la réponse, je dirais que de toute façon, je fais partie d'une association d'experts Facebook Ads. Et il y aura forcément la réponse. J'ai le blog post d'un confrère ou la vidéo d'un confrère qui a la réponse à votre question. Donc, si vous avez quelqu'un en charge de ça dans votre assistante, bah, je lui enverrai le lien Facebook, tu vois, le lien YouTube. Et en fait, juste en faisant ça, on comprend qu'en fait, c'était juste beaucoup de pensées, beaucoup de peur dans sa tête. Et au final, on a les questions. Il suffit juste de remplacer les questions de doute par des questions de certitude. Et Et je pense que tu vas arriver là à ce que
À la partie du coaching que personnellement j'ai préféré, si je ne me trompe pas, ça va être la construction du futur. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ce que j'ai. Et Personnellement, je vous le dis à vous qui regardez la vidéo, ça, c'est ce qui m'a le plus apporté pour ce début d'année 2021 en termes de réflexion, sur mes objectifs, sur mes paliers, etc. Écoutez bien ça, c'est ce qui m'a le plus aidé personnellement en ce début d'année. J'ai tout revu, mes plans, etc. à partir de ça. Et avant de, avant d'en arriver à là, je vais juste rappeler un truc sur la légitimité. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est de se sentir illégitime. C'est de se sentir pas légitime. Mhm. Mais c'est quoi la légitimité? C'est la conformité à une loi qui vient de l'extérieur. Tu vois, c'est ça, se sentir légitime. Et la question, c'est si tu ne te sens pas légitime par rapport à cette loi de l'extérieur, et si tu veux arrêter que l'extérieur contrôle ton intérieur, alors change la provenance de cette loi et deviens légitime par rapport à toi-même et deviens conforme par rapport à ta propre loi. Tu vois. Donc, change le terme de légitimité et rends-le conforme non pas à la loi de l'extérieur, l'expertise que quelqu'un attend ou que tu imagines, mais l'expertise que toi tu as déjà, pas celle de ton mental, pas celle que le cerveau a créée, celle du cœur. Celle qui sait très bien que tu as déjà fait 500 heures de vidéos sur Facebook Ads et tu les connais très bien, les paramétrages, les centres d'intérêt, les ciblages, etc. Ouais. Et si tu n'es pas assez certain, ben, prends une feuille et mets par écrit tout ce que tu sais. Et là, tu vas voir qu'en fait, ça va te prendre des semaines. Donc, tu vas vite arrêter et tu vas dire, non, c'est bon. Voilà. Je suis légitime par rapport à moi-même. Tu vois. Donc, déjà, revoir la définition de légitimité. Et, et finalement, moi, je préfère une autre notion que la légitimité par rapport à soi, c'est l'authenticité, tu vois. Ouais. Ouais. C'est être soi, tout simplement. Et pas essayer de vouloir être conforme parce qu'on n'est pas assez conforme à ce qu'on veut de nous. Non, c'est que bah, moi, je suis là, j'ai 500 heures de vidéos derrière moi, j'ai bouffé 500 heures de formation, j'en sais assez. Je suis moi, c'est le moi authentique, tu vois. Donc voilà, baigner dans l'authenticité, déjà. Alors, il y a un truc, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est que ça renvoie à l'identité. Et en fait, on se construit toujours dans la vie une identité consciente ou inconsciente. Et c'est toutes les histoires qu'on se raconte par rapport à son passé et qui viennent nourrir l'identité qu'on croit avoir maintenant. Mais le truc, c'est que si tu as nourri l'identité que bah, tu n'es pas expert de Facebook Ads, eh ben, tu vas le croire. Mais imagine-toi, Valentin, comment tu serais devenu entrepreneur si tu avais gardé cette identité de ah, t'es pas expert, t'es pas légitime sur créer des sites web, faire de la publicité Facebook, tu vois. Comment tu aurais pu trouver des clients? Comment tu aurais pu trouver des collaborateurs, tu vois? Et à un moment, et ça je l'ai vu, tu as transformé ton identité. Tu as eu un passage où tu as remis en question ton identité. Mm. Tu as laissé derrière toi l'identité que tu n'es pas légitimé, etc. Trop jeune, etc. Et, et tu t'es construit une nouvelle identité. Ouais. Un exemple concret, c'est que quand je me suis lancé, j'avais 21 ans. Je me disais que tout le monde allait me trouver trop jeune, etc. Pas légitime pour être consultant. Et puis, ça, c'était l'identité que je pensais avoir. Et puis, ma nouvelle identité, après y avoir réfléchi concrètement, c'était que bah, je vends du web. Le web, c'est né en même temps que moi, plus ou moins. Et que finalement, bah oui, j'ai 21 ans, mais peut-être que je suis la génération la mieux placée pour vendre du web et pour parler du web. Exact. Et, et finalement, l'exercice qu'on avait fait ensemble,
bon, c'est un cadeau hein, qu'on vous donne. Hein. Euh, c'est remplacer les phrases et les questions de qui suis-je? Qui suis-je, moi, Valentin, pour vendre alors que tu avais 21 ans. euh, que 21 ans et en face, tu avais des gens qui avaient, Oh, bon. 40, 50. voilà, euh, qui suis-je pour être vendeur de ce type de solution alors que c'était peut-être la première fois que tu vendais des solutions comme ça. Qui suis-je, Valentin, toi, pour vendre cher? Ah bah, c'est sûr que moi, parmi mes premiers contrats à Montréal, typiquement, je ne vivais pas à Montréal, je me présentais devant un client et comme je vivais pas à Montréal, la veille, j'avais dormi dans ma voiture. Donc, typiquement, j'étais Valentin Henry, 21 ans, j'ai pas 100 balles sur mon compte, je viens de dormir dans ma bagnole et pourtant je viens te voir. Je vais révolutionner ton business qui fait déjà 2 millions de chiffre d'affaires et je vais te demander 2 000 par mois pour ça. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si on se base uniquement sur cette situation actuelle, on va avoir un blocage. C'est là où ça a été important pour moi de me voir au futur. Mmh. Qui suis-je, Valentin, pour n'avoir jamais bossé en agence digitale, jamais bossé en agence marketing, jamais dans une grosse boîte, comme on l'entend, pour aller démarcher des boîtes qui font quelques millions. Et, et en fait, toutes ces phrases, c'est juste des constructions. C'était des constructions de ton ego par rapport à qui tu pensais être. Et le truc, c'est que si tu agis en fonction de qui tu pensais être, bah, tu vas stagner toute ta vie. Ouais. Et c'est un peu ce qui ressortait pendant le coaching, pendant les différents coachings. Et en fait, ce que tu penses être t'a amené là où tu es aujourd'hui, mais ça t'empêche d'aller là où tu veux aller. Tu as construit une identité jusqu'à maintenant, mais cette identité t'empêchera d'aller vers ton futur. Donc, toi, tu résumes ça avec une phrase que j'adore qui est: tu dois construire ton futur à partir de ton futur et pas à partir de ton passé. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous n'avez pas encore vos premiers clients, vous êtes dans une situation peut-être difficile personnellement, financièrement. Vous n'avez pas à construire votre futur à partir de votre passé difficile marqué plutôt par le manque, mais il faut vous visualiser prospère avec des clients, un bon quotidien. Et c'est à partir de cette visualisation que vous allez pouvoir construire votre futur, en fait. Exactement. La visualisation, c'est un des processus les plus puissants pour se transformer. Et d'ailleurs, tu vois, genre des mecs comme Usain Bolt et tout, tu sais que 95% de son travail, c'est pas de la préparation physique, c'est de la préparation mentale. Et 95% de son travail, c'est pas comment faire moins de temps de secondes sur le 100 mètres. Enfin, j'y connais rien. Son travail de préparation mentale, c'est OK, c'est quoi les bruits, le stress pendant les Jeux Olympiques, dans le stade, les gens qui crient, etc. Tout ça, en fait, j'essaie de l'imaginer au futur et je me dis, OK, qu'est-ce que je vais ressentir en termes d'émotions en interne? Est-ce que je vais perdre mes moyens? Comment je vais agir? Quelles sont les pensées que je vais avoir quand je vais avoir 30, 40, 50 000 personnes autour de moi en train de gueuler, des journalistes partout, des flashs, etc. Tu vois, des conditions qui sont complètement différentes Mm. des conditions dans lesquelles ils s'entraînent tous les jours. Et moi qui suis très terre à terre, j'aime bien. Alors, la visualisation, déjà, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup évoquer personnellement aussi, c'est l'anticipation. L'idée, c'est pas juste de me visualiser dans 10 ans ou dans 3 ans. Euh, c'est pas juste de visualiser. C'est carrément, je sais que j'en serai là dans 3 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est pas que je visualise, c'est que j'anticipe. J'aime bien quand vous anticipez, c'est que concrètement, vous ne vous donnez pas d'autre choix que d'arriver à ce résultat-là dans le futur. Simplement, vous faites simplement l'anticiper. Donc oui, aujourd'hui, vous y êtes pas, vous en êtes loin, mais c'est aussi pour ça qu'on voit autant d'histoires d'entrepreneurs
dont l'entourage leur cassait un peu leur rêve au démarrage et qui aujourd'hui disent: «Ah bah, mon Dieu, tu as bien fait de persévérer». C'est des gens Et, qui avaient une vision et qui l'ont anticipé, qui ont persévéré dans le but de leur vision, même si personne ne les comprenait au début. et tu vois, c'est pour ça que on sait que les opportunités, c'est dans la zone d'opportunité. Et forcément, c'est un challenge. Et forcément, ça demande de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que ça te demande de accepter de changer d'identité. Tu vois? Ouais, Et tu n'es pas prêt à lâcher l'identité de je suis un imposteur, je ne suis pas expert, je ne suis pas légitime, etc. Et ben en fait, tu ne changes pas. Et si tu ne changes pas tes pensées, si tu continues avec la version de toi dans le passé, qui a créé la réalité de maintenant, bah, tu auras les émotions qui en découlent, tu mettras en place toujours les mêmes actions que dans le passé et tu auras les résultats du passé. Donc, ceux qui veulent changer et qui veulent relever les challenges qui se posent sur leur route, importez dans le présent votre futur ou vivez votre futur dans le futur. Mais ne vivez pas dans le passé. donc concrètement, là, ce qu'on vous propose, c'est de visualiser vous un moment où vous avez atteint la réussite, décortiquer votre quotidien, ce qui vous a amené là, ce qui pourrait vous amener là, ce qui fera, décortiquer votre quotidien de votre futur que vous souhaitez et essayer de l'implémenter dès maintenant. Et je voudrais juste finir par la petite application très concrète sur les petites phrases qui, toi, te sont venues, tu vois. OK, donc les questions qu'on aime se poser dans le passé, que tu aimais te poser dans le passé, c'était OK, ben, tu arrives en rendez-vous et tu te dis, ben, OK, j'ai 21 ans, tu vois. Ah, je suis trop jeune. Mais Valentin du futur, il dirait, ah, tu vois, moi, à 21 ans, je savais déjà faire ça. Et le seul fait d'avoir remplacé la pensée de je suis trop jeune à oh putain, moi j'étais déjà talentueux à cet âge-là, j'avais un don, je savais vendre, j'étais jeune et en fait dans ma génération, genre il n'y a personne qui savait faire ça, tu vois. Limite, c'est une qualité et puis un problème, tu vois. Et juste le fait d'avoir remplacé ça dans sa tête ne crée pas les mêmes émotions. Parce que tu vas être enthousiaste à faire ton rendez-vous. Ah, j'ai prouvé que moi je suis le petit jeune qui allait dans l'ongle, des trucs comme ça, tu vois. Et tu ne seras pas le mec qui a ah, mais non, j'ai peur qu'on m'interroge sur, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est. Oui, en fait, il faut se reforger une personnalité, une identité aujourd'hui à partir de ce qu'on va être dans le futur. Et ça, vraiment, je vous le dis, ça, c'est ça dont je parlais juste avant, où je vous disais que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et ça, c'est valable en tout temps. En tout temps. Là, aujourd'hui, je refais cet exercice régulièrement parce qu'on évolue tout le temps. Comme je vous dis, on veut toujours progresser. Là, je me revisualise dans 3 ans, dans 5 ans, et je veux faire en sorte de prendre des décisions quotidiennes en accord avec là où je serai dans 3 ou 5 ans. Pas seulement là où je veux être, mais là où je serai. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a déjà dit beaucoup, 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 beaucoup de choses et qu'avec tout ce qu'il y a là, c'est impossible que tous ceux qui avaient le syndrome de l'imposteur n'arrivent pas à vaincre, à passer cette étape de l'après. Voilà. Et il Non, y a tout. Toi, ça là, t'a aidé et je là, pense que ta communauté, elle te ressemble. Donc, par effet miroir, eux aussi, ça les aidera. Il y avait beaucoup de pépites là-dedans. Et bah voilà, profitez-en, appliquez et dites-nous après en commentaire comment ça a marché pour vous. bah oui, j'espère bien que ça aidera, ça vous aidera, vous qui regardez la vidéo, parce que bon, c'est vrai que là, la vidéo est un peu longue, elle fait plus d'1 heure, mais quelque part, c'est littéralement un coaching que Jimmy nous offre là. C'est, on te doit 500 €, c'est ça? Vincent, Non, non, c'est le mais en syndrome de réalité, l'imposteur. non, mais c'est vrai que là, oui, c'est une vidéo qui est longue et tout, mais elle était dense, elle était complète. Et là, je vous souhaite même de la regarder plusieurs fois, regarder les passages qui vous ont peut-être le plus intéressé. Mais vraiment, vous avez ce qu'il faut là, je pense, pour au moins démarrer très sérieusement vos réflexions quant à vos blocages par rapport au syndrome de l'imposteur. En tout cas, comme disait Jimmy,
je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous en commentaire, vous, est-ce que vous pensiez souffrir jusqu'à aujourd'hui du syndrome de l'imposteur? Dites-nous, est-ce que vous avez des points aujourd'hui dans ce qu'on vient de dire qui vous ont marqué et que vous voulez mettre en avant? Il y a un truc sur lequel je suis curieux, c'est dites-moi en commentaire là, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez l'impression d'être correctement synchronisé avec le vous du futur? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que quand vous voyez dans quelques années, vous trouvez que vous faites aujourd'hui les actions, les réflexions et les décisions qui vous amèneront à ce vous du futur que vous souhaitez? Ça m'intéresse beaucoup, donc dites-nous tout ça en commentaire si vous voulez bien. Et Jimmy, bah, écoute, encore merci. À bientôt. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous y, j'avais quand même fait monter un peu les attentes dans mon intro. Je vous ai vendu quelque chose d'assez efficace, d'assez complet. Donc j'espère que vous avez vraiment trouvé toutes les infos que vous cherchiez. Là, en théorie, franchement, prenez même le temps de la réécouter, de réécouter les passages qui vous parlent éventuellement. Mais franchement, dans cette vidéo, il y a les conseils pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Je vous ai livré beaucoup d'informations personnelles, beaucoup d'anecdotes personnelles. Donc vraiment, je suis convaincu que vous trouverez ce qu'il vous faut pour dépasser votre blocage aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, dites-nous en commentaire à Jimmy et à moi votre situation actuelle. Est-ce que vous le vivez actuellement? Est-ce que cette vidéo va vous aider? Est-ce que vous avez des blocages particuliers? Vraiment, partagez avec nous votre situation. On fera au mieux pour vous répondre et pour vous donner nos conseils. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez approfondir tout ça, il y a la masterclass de Devenir Consultant en description. Il y a les coordonnées de Jimmy et moi en description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.